avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite communication administrative. Donc, comme vous savez, ces conférences sont ouvertes gratuitement au public le plus large, ce qui implique que à la fois les intervenants sont tout à fait bénévoles, que la mairie, que je remercie, met à notre disposition la salle et les personnes qui sont chargées d'organiser les choses, que bien sûr l'équipe d'animation est tout à fait bénévole, mais malheureusement, nous n'échappons pas totalement à la nécessité de prestations professionnelles, alors pour lesquelles, pour le moment, nous sommes sponsorisés par la Fondation Sainte-Geneviève, donc qui est une fondation liée au diocèse de Nanterre, mais la fondation a des difficultés, comme actuellement, disons, toutes les organisations caritatives, et donc nous a demandé de faire un effort pour récolter quelques sous, disons, en plus de ce qu'elle nous propose. Et donc à cet effet, vous trouverez à la sortie, pour ceux qui ont été enthousiasmés par nos participants, des corbeilles sur lesquelles ils pourront, s'ils le souhaitent, apporter un soutien, disons, à nos activités. Et bien évidemment, disons, ceux qui feront des chèques recevront un certificat fiscal qui leur permettra d'utiliser cela dans leur déclaration. Et puis par ailleurs, disons, la Fondation Sainte-Geneviève souhaite aussi qu'on pense à elle, et vous aurez, mais je crois que vous le rappellerez tout à l'heure, des choses permettant de le faire. Alors, donc là, ce dont nous allons donc parler aujourd'hui, donc faut-il être performant pour exister? Peut-être certains d'entre vous ont trouvé un peu étonnant qu'on rassemble des situations sociales aussi contrastées. On parle à la fois de personnes qui sont en grande difficulté, que l'on parle en même temps de personnes qui sont, je dirais, des chômeurs ordinaires, et que l'on parle également de cadres internationaux menant des carrières brillantes, qui peuvent être eux aussi en difficulté. Et la raison, disons, pour laquelle nous le faisons, disons, les intervenants, dont chacun sont experts dans un de ces domaines, et chacun dans son domaine expliquera à la fois quelles sont les spécificités de la situation, disons, qu'ils rencontrent, et parlera également des voies dans lesquelles il est possible de faire quelque chose. Mais si nous avons rassemblé, disons, ces trois domaines de la vie sociale, et du reste, on aurait pu en prendre d'autres. On aurait pu entendre les personnes en fin de vie, on aurait pu prendre le traitement des enfants, disons, qui ne sont pas parfaits avant leur naissance, etc. C'est parce que, disons, il semble que, associé à ces diverses situations, il y a une question, disons, très générale, qui est la question du regard que notre société, et je dirais à certains égards nous tous, porte sur ces personnes qui ne sont pas performantes. Alors, c'est une question qui n'est pas d'aujourd'hui et qui s'est même été présente de manière spécialement spectaculaire au moment où, avec les Lumières, ont été valorisés l'homme émancipé, l'homme affranchi de toutes les contraintes, l'homme, disons, debout, et qui, à ce moment-là, était maître de lui-même et maître collectivement de la société. Et donc, à partir du moment où cette référence, disons, a été mise en avant, elle a servi à alimenter des combats politiques qui ont conduit à développer des formes d'émancipation, mais en même temps, elle a constitué une référence à l'aune de laquelle étaient jugés ceux qui n'étaient pas vraiment tout à fait à la hauteur du modèle. Alors, je voudrais, juste à titre d'exemple, vous citer un court passage de Sieyès. Donc, vous savez, Sieyès,
l'auteur de Qu'est-ce que le tiers-État, donc le best-seller de 1789, qui exprimait remarquablement bien les aspirations et les visions de cette époque. Donc, je cite. Parmi les malheureux, voués aux travaux pénibles, producteurs des jouissances d'autrui et recevant à peine de quoi sustenter leur corps souffrant et plein de besoins, dans cette foule immense d'instruments bipèdes, sans liberté, sans moralité, ne possédant que des mains peu gagnantes et une âme absorbée, est-ce là ce que vous appelez des hommes? Y en a-t-il un seul qui fût capable d'entrer en société? Et Sieyès ajoute qu'il invite à transformer donc radicalement les personnes en question et dit « Invitons seulement les gouvernements à métamorphoser les bêtes humaines en citoyens pour les faire participer activement aux bienfaits de la société. » Et donc, à l'époque, ceci n'a pas été sans conséquence. Vous savez que le suffrage censitaire a été un moyen d'exprimer cette différence entre ceux qui étaient vraiment à la hauteur et ceux qui n'étaient pas à la hauteur. Alors, de nos jours, bien sûr, les propos tels que les propos de Sieyès seraient absolument interdits, prohibés. Il ne serait absolument pas question de dire des choses pareilles. Mais d'autres manières, disons, plus soft, de parler de ceux qui ne sont pas vraiment à la hauteur, sont toujours extrêmement utilisées. Et l'on voit, disons, la valorisation, l'extrême valorisation de ceux qui réussissent, de ceux qui font partie de la start-up nation, etc., s'accompagner d'un regard peu amen sur ceux qui sont considérés comme n'étant pas à la hauteur du grand projet dans lequel ils sont invités à s'engager. Donc, j'ai été, à contrario, disons, très frappé pour ma part par le regard que portait Mère Teresa sur les personnes dont elle avait la charge. Et qu'on voyait que tout en les acceptant et en leur regardant dans leurs limites, elle portait sur eux un regard qui les transfigurait en quelque sorte et qui montrait qu'elle n'exerçait nullement sur eux ce regard à la fois exigeant, condescendant et finalement, disons, cruel. Et je pense que nous avons à nous inspirer et à chercher, disons, dans notre monde d'aujourd'hui, ce que peut être un tel regard. Je passe donc la parole à Pauline de Saint-Rémy, merci, qui va animer notre soirée. Merci Philippe. Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par présenter chacun des trois intervenants rapidement. J'en profite pour dire s'il y a des erreurs ou des imprécisions dans ce que je dis, vous le direz chacun à votre tour. Alors, les femmes d'abord. Frédérique Bedos, vous êtes journaliste de métier et en 2008, c'est ce que vous m'avez raconté, vous avez décidé de tout lâcher pour créer une ONG qui s'appelle le projet Imagine. Et pour reprendre vos mots, vous consacrez votre temps à faire connaître la vie et l'œuvre de ceux que vous nommez les héros ordinaires ou vos héros humbles, humble heroes, c'est ça en anglais? Les héros humbles. Récemment, vous avez notamment réalisé un documentaire sur Jean Vanier, Le Sacrement de la tendresse, qui a fait beaucoup de bruit. Xavier Grenet, à ma gauche. Alors vous n'aviez pas le profil au départ, a priori, pour diriger les ressources humaines d'une boîte du CAC 40, comme on dit. Vous êtes philosophe de formation, si je ne me trompe pas. Mais vous avez été DRH de Saint-Gobain, entreprise que je ne présente pas. Et vous avez été notamment en charge de la gestion des cadres du groupe en France et à l'étranger. Vous avez consigné vos échanges pendant des années avec les cadres de Saint-Gobain et vous en avez tiré un livre passionnant, écrit comme un journal, sur votre expérience et donc sur l'accompagnement, la place de l'homme dans ce type d'entreprise. Le livre qui s'appelle « Joie et tourment d'un DRH », j'en profite pour le préciser. Et enfin, Patrick Boult, « Se construire soi-même pour mieux vivre ensemble », le titre de l'un de vos livres en dit long. Vous avez réfléchi à la place de l'individu dans une société en crise économique et identitaire. Vous avez notamment réfléchi à ça. Vous êtes l'un des fondateurs de Solidarité Nouvelle face au chômage.
Voilà. Alors, dans le documentaire de Frédéric Bedos que j'évoquais à l'instant, le fondateur de l'Arche, Jean Vanier, je ne vais pas rappeler ce qu'est l'Arche, mais Jean Vanier, qui a tant fait, bien sûr, pour les personnes handicapées, parle de tyrannie de la normalité. On pourrait dire tyrannie de la performance. Je voudrais commencer par vous demander à chacun de vous trois ce que vous mettez derrière ce mot de performance, ce qu'il veut dire pour vous. Est-ce que cette expression de tyrannie de la performance est une expression que vous pourriez reprendre à votre compte ? Je ne sais pas lequel de vous trois, Frédéric peut-être, ou Patrick Boult, allez-y. Pour moi, c'est la capacité de faire face aux exigences de la situation, sans définir quelle est cette situation. Et pour les chercheurs d'emploi, c'est une situation à venir. Voilà. Pour moi, Et l'expression tyrannie de la performance, est-ce qu'elle vous parle ? Pas exactement. Mais voilà, je dirai tout à l'heure pourquoi. Voilà. Alors Frédéric, peut-être ? Je me sens bien incapable de définir la performance en soi, mais c'est clair que c'est une immense attente que l'on perçoit souvent de ceux qui nous entourent. Alors ça peut être au boulot, comme dans sa vie familiale, etc. En fait, on a l'impression que dans toute la société, il faut sans arrêt qu'on soit au top de soi-même. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais moi je sens qu'on a une espèce de pression comme ça au quotidien. Et du coup, là où je rejoins vraiment Jean Vanier, alors il parle de la tyrannie de la normalité dans un autre contexte, mais je suis assez d'accord, ça pourrait, je pense que Jean dirait tout à fait tyrannie de la performance aussi, parce que finalement, il y a cette pression, eh bien, peu à peu, s'impose tellement à nous qu'elle nous empêche sans doute d'être nous. C'est-à-dire qu'in fine, on essaye donc de répondre à des critères, à des normes, à voilà, certains qualificatifs, etc., pour pouvoir rentrer dans le moule, répondre aux attentes. Ça veut dire que ce n'est pas forcément exactement ce que nous, on a envie de faire, ce n'est pas forcément exactement ce qui correspond à nos aspirations profondes. Ça peut l'être hein, parfois, mais parfois non. Et donc quand ça ne l'est pas, effectivement, ça devient une espèce de dictature, de tyrannie, puisque on est obligé de se faire violence pour essayer d'y répondre. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a, et c'est pour ça que je trouve que ça super que vous ayez organisé ce débat, c'est qu'il y a une question de fond, quoi, qui est une question sociétale dans son ensemble, finalement. Quel type de société on a envie de bâtir ensemble et de quelle manière on veut vivre ensemble et au service de quoi ? Moi, j'ai l'impression que cette performance, elle n'est pas forcément au service de l'être humain. Et donc là, ça devient une vraie question et peut-être un vrai challenge à relever ensemble. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on attend tous d'être médiocres hein, et qu'on va se contenter de cela. On peut être exigeant avec soi-même, peut-être moins avec les autres, c'est-à-dire peut-être laisser un peu la liberté de chacun, savoir où est-ce qu'il a envie de mettre le curseur de sa propre exigence, il me semble. Mais en tout cas, si c'est au service de l'humain, d'un certain épanouissement de nos êtres et surtout au service d'un bien commun, d'un collectif, alors ça me va. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cette performance, elle est souvent au service de profit, d'une sphère économique toute puissante qui, jusqu'à présent, a été surtout dans une certaine forme d'exploitation de l'être humain, tout comme exploitation de la planète. Et aujourd'hui, on voit bien les limites de ce modèle. Et donc, heureusement, on commence à changer d'état d'esprit là-dessus, quoi. Donc voilà, entre exigence et performance, je crois qu'il y a peut-être un chemin nouveau à essayer de construire. Je pense, enfin, le mot performance, dans un premier temps, nous fait penser au succès, à la réussite. Je pense et j'espère que les réflexions et les échanges que nous allons avoir ce soir nous permettront de reposer la question à la fin, peut-être d'une autre manière plus complète. Alors, on reparlera peut-être, oui, avec Frédéric Bedos, notamment peut-être de la façon dont les personnes handicapées nous permettent de réfléchir à notre rapport à la performance, parce que c'est évidemment une notion relative, et peut-être plus avec vous, Xavier Grenet et Patrick Boult, sur la façon dont cette notion régit notre rapport au travail
Est-ce que il y a un mot, même deux mots, qui sont beaucoup revenus dans votre bouche, à vous trois, quand je vous ai parlé à chacun brièvement au téléphone pour préparer cette soirée. Ce sont les mots de réconciliation et de fragilité. Vraiment, chacun spontanément, vous les avez employés. Frédéric Bedos, vous disiez, nous avons tous un chemin intérieur à faire pour nous réconcilier avec notre fragilité, avec notre vulnérabilité. Vous dites qu'elle peut être une chance. Est-ce que c'est ça que vous avez appris par votre histoire personnelle, en observant Jean Vanier à l'Arche notamment ? Oui, alors c'est vrai que, comme vous l'avez dit au démarrage quand vous m'avez présenté, moi j'ai créé une ONG d'information, c'est une ONG unique en son genre, avec laquelle on fait des films et notamment le portrait des héros humbles du monde entier. Ces hommes et ces femmes qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur et qui du coup nous encouragent à notre tour à nous engager pour essayer de bâtir ce monde meilleur. Et en fait, ces hommes et ces femmes sont tous fragiles. Et ça qui est très beau, c'est que nous sommes tous fragiles, nous sommes tous vulnérables, ça fait partie de notre condition humaine. Et comment se réconcilier avec cette fragilité, cette vulnérabilité qui nous habite dans un monde qui prône la performance, la compétitivité comme certainement une des premières valeurs. Forcément, dans ce type d'environnement, de contexte et d'attente, et même d'injonction, on peut avoir tendance à regarder nos fragilités, nos vulnérabilités comme étant des faiblesses et comme étant donc quelque chose dont il faudrait se débarrasser ou essayer de surmonter ou d'ignorer de cela. Donc du coup c'est tout un pan de notre personnalité qu'on met de côté et qu'on considère comme quelque chose de dévalorisant. Voilà. Et alors qu'en fait, je pense qu'effectivement, si on commence à faire un chemin intérieur, à essayer de toute façon de regarder plus profondément qui nous sommes, quelle est notre nature et ce qui nous habite, on ne pourra pas échapper à cette fragilité qui nous habite, mais d'un coup, on peut peut-être peu à peu identifier que cette fragilité fait aussi partie de notre beauté, et avec aussi cette notion d'éphémère aussi, et puis surtout se rendre compte que c'est parce que nous sommes fragiles et parce que nous embrassons cette fragilité que nous allons peut-être pouvoir découvrir la véritable force, c'est celle de la solidarité. C'est aussi parce que je suis fragile que je peux me tourner vers l'un, vers l'autre en me disant « tiens, si on faisait quelque chose ensemble », parce qu'en fait, c'est peut-être mieux de le faire ensemble que tout seul. Et même celles et ceux qui peuvent avoir l'illusion d'être forts, on n'arrête pas de voir aujourd'hui qu'on est entouré de géants aux pieds d'argile, quoi. Et c'est pareil pour les boîtes, d'ailleurs. Donc je pense effectivement qu'il y a un chemin d'humanité et que moi je fais le portrait de héros humbles et pas ordinaires. Pour moi, je pense qu'il n'y a personne d'entre nous qui sommes ordinaires. Et en fait, ces fameux héros, ils ont un seul super pouvoir, c'est d'être humain. Et je crois que c'est ça, c'est un chemin d'humanité auquel on est appelé pour aller découvrir la profondeur et la puissance de cette humanité. Et donc, nous pouvons être forts de nos fragilités. C'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif. Xavier Grenet, vous me disiez, que la plus grande dignité humaine, je vous cite, elle est dans sa vulnérabilité, sa fragilité. Vous voyez comme vous rejoignez. Comme DRH, comme directeur des ressources humaines, vous avez accompagné, donc, je le disais tout à l'heure, notamment des cadres et donc des gens très qualifiés, a priori, sur le papier. Vous en avez tiré une première conclusion qui peut sembler plus évidente aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on peut être cadre supérieur, bardé de diplômes et être cassé psychologiquement. Est-ce que chez ces personnes-là, la fragilité est plus honteuse, plus enfouie, plus difficile à trouver ? Est-ce qu'il y a une spécificité française aussi ? Alors, ce que j'ai souhaité vous dire et que j'aimerais partager avec vous tous, que je suis d'abord heureux de saluer avec joie, mais aussi avec un peu d'inquiétude et de timidité, tant la question qui nous rassemble ce soir me paraît grave et importante, c'est la conviction qui m'habite que la plus grande dignité de la personne humaine ne vient pas de ses succès, de ses performances, pour reprendre le titre de notre rencontre, mais qu'elle se dit dans la fragilité et jamais ne se mesure à l'apparence. Cette conviction, pour moi, a pris naissance et s'est enracinée, si je peux le dire ainsi, tout au long de ma vie professionnelle. Elle continue
de se fortifier dans mes activités et bénévolat du temps de la retraite, et elle me rejoint également dans ce que je crois être le plus essentiel. Je pense ici à la parole de l'Écriture, qui est ici également source, qui pour moi éclaire ce que j'ai vécu et qui lui donne un complément de sens. Ce seront les 3 points sur lesquels j'aimerais dire un mot. Donc ma vie professionnelle, mes bénévolats et peut-être un petit mot sur l'Écriture. Je reviens donc à ce que m'a enseigné mon métier pour tenter de répondre à votre question. Je ne suis bien évidemment pas ici pour parler de moi, mais il me semble tout à fait capital de préciser d'où je parle, parce que des paroles qui seraient coupées de nos expériences risqueraient de n'être que formelles, conceptuelles, presque légères, sur un sujet qui devrait pourtant, d'une façon très concrète, rejoindre chacun de nous dans son existence, ses attitudes, ses comportements. J'ai eu le bonheur, le mot n'est pas trop fort, donc de travailler dans un grand groupe international qui m'a confié pendant plus de 30 années d'importantes responsabilités dans ce que l'on appelle d'une expression que je n'aime guère, je dirais pourquoi, les ressources humaines. Un métier qui a donné du sens, du sel à ma vie et qui continue d'inspirer sous d'autres formes mes engagements d'aujourd'hui. DRH donc, une fonction et bien plus encore une passion qui m'a donné beaucoup de joie, mais presque autant de tourments, en me faisant éprouver en de nombreuses circonstances une forte tension intérieure dans ma pratique, en devenant ainsi, pour le dire autrement, le lieu d'un véritable combat spirituel. Car le devoir du DRH, c'est de contribuer à la compétitivité de son entreprise, de son institution, de sa communauté de travail, et son devoir, c'est l'homme, la personne humaine, l'attention à l'autre, le souci de le faire grandir ou d'aider du moins à le faire grandir. Même si elle n'est guère citée dans le monde du travail, j'aime rappeler la maxime de Kant qu'aucun responsable ne devrait tout à fait oublier. Agis de telle sorte, écrit-il dans les fondements de la métaphysique des mœurs, pour moi c'est vraiment très important, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Parce qu'elle est habitée par la raison, nous dit le philosophe, toute personne est une fin en soi. Il ne s'ensuit pas qu'elle ne doive jamais être utilisée comme un moyen, une ressource, mais elle ne peut en aucun cas être considérée uniquement comme telle. Et de là vient ma réserve à l'égard de la dénomination communément admise de ressources humaines. Instrumentaliser l'homme, ne l'apprécier qu'à l'aune de son efficacité, est inévitablement le mutiler et d'une certaine façon le trahir. Et on pense à la phrase superbe et si juste de Pascal dans les pensées, l'homme passe infiniment l'homme. Il y a en toute personne une dimension d'infini. Nul ne peut être réduit à sa seule utilité, à ses résultats, c'est-à-dire, pour reprendre le mot de notre rencontre, à sa performance. J'y vois une première esquisse de réponse, mais qui me presse de dissiper tout risque de malentendu. Mes responsabilités professionnelles exigeaient en effet de toute évidence que je contribue, en lien avec la direction générale et les patrons opérationnels de nos différentes unités, à discerner chez les cadres de notre groupe, comme chez certains candidats de l'extérieur, celles et ceux qui seraient les plus capables d'accéder à de hautes ou plus hautes fonctions, et pour certains, de devenir demain des dirigeants, d'apprécier leurs compétences, leur personnalité, de tenir compte de bien d'autres caractéristiques encore, où la capacité à provoquer ou à côtoyer la chance dans leurs actions méritait également de tenir sa place. Que les qualifications, les aptitudes, le talent, le leadership soient nécessaires pour réussir professionnellement n'a rien qui doive étonner, ni a fortiori, à mon sens, choquer quiconque ou le révolter. Mais notre question de ce soir,
Faut-il être performant pour exister? Notre question de ce soir va infiniment plus loin. Elle ne demande pas si la performance est nécessaire pour progresser dans la vie professionnelle et sociale, mais de façon beaucoup plus radicale, si elle est nécessaire pour exister. Et ceci me ramène à ce que je crois être au cœur de la fonction que j'ai exercée. Si l'on ne m'accordait qu'un mot pour indiquer ce que je crois être le plus essentiel, une condition à mon sens sine qua non de son exercice, ce serait l'écoute. L'écoute, le temps offert à l'autre, tellement plus que les process, tellement plus que le numérique et tant d'outils et instruments dont je me garderai de mésestimer l'aide, l'appui qu'ils apportent, mais qui ne peuvent en rien se substituer à la rencontre. C'est à cette activité, telle que je viens de l'esquisser, à cette apparente passivité, faite tout entière d'accueil de l'autre, d'empathie, d'attention, que j'ai consacré le plus clair de ma vie professionnelle, à des milliers d'entretiens personnels avec des cadres de plus de 60 nationalités différentes que j'avais pour mission de connaître, de comprendre, de guider. Plus que dans les livres, c'est à leur écoute que j'ai appris mon métier, ce qu'il exige de discernement, de lucidité et tout ensemble de bienveillance, cette vertu qu'on se tromperait à prendre pour de la naïveté. Je ne peux mesurer ce qu'ils m'ont apporté, mais je sais bien que ce sont eux qui m'ont, comme à tâtons, appris un peu de ce qu'il y a dans l'homme, de ce qui fait la dignité de toute personne humaine. Plus, bien plus que par les différences multiples et parfois extrêmes entre ceux dont j'ai eu à gérer la carrière, je n'ai cessé d'être impressionné par cette sorte d'unité, dois-je dire de l'âme, de la conscience, qui enjambe les pays, qui passe à travers les frontières et court des uns aux autres, le désir qui tous nous définit, notre attente unanime de reconnaissance. Qui pourrait s'en étonner? Il suffit à chacun de rentrer en soi-même, de s'interroger sur ce qui le fait vivre pour qu'il retrouve et s'approprie la réponse de tant de philosophes et qu'il puisse témoigner de cet incompressible besoin inscrit au plus profond de lui. Être homme, c'est être reconnu. Aucun des cadres que j'ai accompagnés, plus de 10 000, aucun des cadres que j'ai accompagnés ne m'a finalement jamais exprimé d'autres demandes. Ce qui motive une personne, ce qui la fait exister, c'est la reconnaissance. Et mon expérience m'a convaincu, en réponse à votre question, qu'il n'y avait pas de spécificité française à cet égard. Elle m'a également convaincu qu'aucune spécificité n'était liée non plus au niveau hiérarchique des personnes en difficulté. La déprime, la crise morale vécue, subie par des dirigeants en rupture de carrière m'ont toujours paru être comparables à celles de leurs subordonnés et même de personnes de tout à fait moindre niveau. Et bien de leurs paroles de dépression ont souvent été les mêmes. J'ai invoqué les philosophes, j'aimerais pareillement citer les poètes qui, mieux que quiconque, nous ouvrent à l'intelligence du cœur, nous font sentir d'une perception intime qu'on ne peut exister en plénitude que par et à travers le regard de l'autre. C'est l'expérience de ceux qui aiment et se savent aimer, si justement célébrée par Aragon. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? C'est la reconnaissance qui fait exister, l'attention à l'autre qui crée notre commune humanité. Je pense aussi à de très nombreux salariés qui n'occupent pas de hautes responsabilités, mais de qui émane un sentiment d'harmonie, une forme de plénitude, parce qu'ils accomplissent pleinement leurs tâches. Et comment n'être pas sensible à toutes ces personnes aux emplois modestes que nous croisons dans nos 1001 activités ordinaires et dont la simple gentillesse colore nos journées, si du moins nous savons leur prêter attention.
Un simple merci, un sourire, y suffisent bien souvent. Les poètes, une fois encore, l'expriment infiniment mieux que nous. Ainsi, ces vers de Paul Verlaine, dans son recueil si justement appelé Sagesse. La vie humble, aux travaux ennuyeux et faciles, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. Sans toujours citer son nom, ni trop précisément ma source, j'ai souvent partagé avec mes interlocuteurs ce que j'ai retenu d'une jeune femme morte à 24 ans d'une grave maladie à Lisieux à la fin du XIXe siècle, que l'important n'est pas d'avoir un grand verre ou un petit verre, mais qu'il soit plein, ce qui devrait nous convaincre que le niveau, qu'il soit remarquable ou modeste, des compétences et des talents de chacun compte moins que le cœur qu'il met à en tirer pleinement parti. À la seule évocation de Lisieux, permettez-moi de raconter cette petite histoire, à la simple évocation de Lisieux, la plupart de mes interlocuteurs, des cadres de mon groupe, comprenaient qu'elle était mon inspiratrice, mais pas tous. C'est ainsi qu'à mon dernier voyage à Shanghai, avant de prendre ma retraite, un expatrié américain qui dirigeait l'une de nos filiales en Chine m'avait dit qu'il transmettait à ses collaborateurs ce que m'avait enseigné, je le cite, le grand philosophe français dont je lui avais parlé, c'était ces mots, et que le représentant du parti communiste local de sa société lui avait affirmé que c'était une pensée révolutionnaire. Et je me souviens d'avoir alors songé que si Thérèse n'avait pas encore été déclarée docteur de l'Église, j'aurais pu faire valoir en sa faveur des arguments inattendus. Mais je reviens d'un dernier mot à mon propos. Même si elles ne m'ont jamais détourné de mes responsabilités, je crois, au service de mon groupe, ces convictions que j'essaie de dire et que je crois profondément essentielles n'ont cessé de me guider dans ma manière de les exercer. Et sans doute explique-t-elle que l'accompagnement des personnes en difficulté m'est à ce point tenu à cœur dans mon métier de DRH. Ce sont d'abord et plus que tout l'écoute et la reconnaissance qui font vivre. Merci pour la première question. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je vais reprendre ce mot d'accompagnement que vous avez répété à plusieurs reprises. Patrick Boult, vous avez accompagné et vous accompagnez toujours beaucoup de chômeurs, alors pour le coup d'horizons peut-être plus divers sur le plan professionnel. Vous me disiez que votre travail consistait beaucoup à les réconcilier, je reprends toujours ce mot-là, avec qui ils sont, parfois même avec leur réussite. Vous avez souvent vu des gens qui n'arrivaient même plus, qui étaient tellement démoralisés par des périodes sans emploi, qui n'arrivaient même plus à se satisfaire de leur propre réussite, à se souvenir de leur propre réussite. Oui, alors je vais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, en dire deux mots. Donc, c'est une association qui a près de 35 ans maintenant et qui a été créée pour faire de l'accompagnement personnalisé par des binômes d'accompagnateurs de demandeurs d'emploi, de chercheurs d'emploi, comme on les appelle aujourd'hui. Les accompagnateurs, qui sont des bénévoles, ont deux outils. L'un, ils appartiennent à un groupe local qui se réunit mensuellement, groupe d'une dizaine de personnes, il y en a 300 en France. Le deuxième outil, c'est la possibilité d'employer le chercheur d'emploi dans sa spécialité professionnelle, mise à disposition d'associations diverses et variées qui ont besoin de ces compétences professionnelles. Mais c'est la minorité des personnes qu'on accompagne qui bénéficient de ce dispositif, qui est un dispositif qui est assez performant parce que ça permet de chercher un emploi à partir d'une situation d'emploi. Alors, les personnes qu'on rencontre ont donc une chose en commun, c'est qu'elles souhaitent accéder à un emploi. Du moins, c'est ce qu'elles disent. Et c'est quelque chose qui nous différencie, par exemple, des associations de chômeurs, parce que j'ai été très frappé une fois
parce que, comme me disait Claire Villiers, qui est décédée maintenant, qui a été la créatrice d'Agir contre le chômage, qui me disait, et je lui reprochais un peu de ne pas suffisamment se prononcer sur les questions d'emploi, et elle me disait, mais nous sommes des associations de désespérés de l'emploi. Et notre association, les chômeurs qu'on rencontre, ce ne sont pas des gens qui sont désespérés de l'emploi. Donc ça, c'est une première caractéristique. C'est la seule caractéristique qu'ils aient en commun. Nous ne travaillons pas... Toutes les spécialités professionnelles, tous les niveaux professionnels sont représentés, y compris des cadres dont on vient de parler, qui peuvent se trouver dans des situations très difficiles. On a absolument tous les cas de figure. Et le problème, c'est que les accompagnateurs doivent démarrer l'accompagnement en... Quel est l'enjeu? Il s'agit de rencontrer la personne, et de l'amener au point où elle doit s'attendre elle-même. Alors, quelquefois, ça passe par des tas de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Les gens vivent leurs illusions, mais il faut absolument pressentir le point où la personne doit arriver. Et à partir de ce moment-là, il y a un travail qui se fait, que j'exprime comme ça. Alors, j'ai une propre préférence philosophique, c'est Habermas, qui disait qu'il y a une exigence de vérité, de justesse et d'authenticité. La vérité, c'est la vérité sur soi, sur sa propre réalité, sur ses propres savoirs, ses propres compétences. Alors, entre parenthèses, l'exigence de performance, elle est pour tout le monde. L'existence aujourd'hui pose du simple fait d'être dans ce monde une exigence. Et donc, c'est incontournable. Et quand on veut un emploi, c'est encore moins incontournable. Donc, on ne discute pas de ça. On ne discute pas de ça, mais des moyens de l'atteindre. Et donc, premièrement, la vérité, c'est une espèce d'exercice de réalité, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça peut être extrêmement complexe. Deuxièmement, de justesse, c'est-à-dire de réconciliation, c'est là où intervient la réconciliation, avec les règles d'une société qui vous a de facto exclu. Parce que quand on se retrouve sur le terrain, comme chercheur d'emploi, c'est qu'il y a eu un accident quelque part, où pour les jeunes, c'est l'accès tout simplement à ce monde, à cette bastille de l'emploi, mais ce sont des gens qui ont été d'une certaine façon rejetés par la société. Et il faut qu'ils se réconcilient avec elle, c'est-à-dire qu'ils se fassent désirer par cette société, qu'ils épousent les désirs de la société et ses exigences. Et donc là, il y a un travail à faire pour, pas dans tous les cas de figure, il y a des personnes qui sont pas du tout en conflit latent avec la société, mais ça existe. Et troisième chose, qui est beaucoup plus difficile à percevoir, c'est la dimension de l'authenticité. Et là, ça demanderait de très longs développements parce que c'est une dimension d'identité profonde. Tous, nous avons tendance à vivre un peu à la surface de nous-mêmes, ou quand on vit pas à se laisser distraire par des tas de choses, on n'est pas en contact avec notre moi profond, même si ces mots ne sont pas très adéquats à ce que j'essaye de décrire. Mais l'authenticité, c'est accepter, dans certains cas, de la positivité d'une démarche. J'ai été en contact avec des chercheurs d'emploi qui sabotaient
sabotaient leur chance parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir une vision positive d'eux-mêmes. Leur identité était devenue dans la négativité. Et donc, il y a ce niveau qui est à réparer dans un certain nombre de cas de figure. Alors, voilà un peu notre travail. Cela étant, c'est impossible de vous le synthétiser parce que l'équation change totalement d'un demandeur d'emploi à l'autre. Et à chaque fois, le travail est à recommencer. Finalement, il s'agit pour les accompagnateurs d'être avec la personne, sans idée préconçue. D'abord, on ne peut pas en avoir. On ne sait même pas. On ne connaît pas tous les métiers, par exemple. C'est simplement d'être avec la personne dans ce travail de vérité, de justesse, d'authenticité. Avec, mais là je déborde peut-être un peu sur la suite des événements, avec, dans la plupart des cas, de la réussite, c'est-à-dire de la reconstruction de la personne. On ne peut pas avoir de critères de réussite. Mais à un moment, il y a des déclenchements et la personne redevient elle-même et est capable d'aller là où elle s'attend. Et puis, dans certains cas, je dois avouer qu'on est en situation d'échec. Et la plupart du temps, c'est du handicap psychique, même si, dans certains cas, on a des parcours absolument extraordinaires de personnes qui... Je vais vous citer un cas pour essayer de concrétiser un peu nos propos. J'ai accompagné un garçon qui était un cadre supérieur, 40 ans, les plus beaux diplômes, et qui a connu un épisode psychiatrique. Et puis il s'est remis au travail, ça allait. Un jour, il m'a téléphoné et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit « je vais très bien ». J'ai compris que s'il m'appelait, c'est que ça n'allait pas du tout bien. Et il avait fait un deuxième épisode psychiatrique, je vous passe un peu les détails, mais enfin, il est passé au bord de se supprimer. Et le travail, le parcours qu'il a fait après ça est absolument prodigieux. Parce que, alors, grâce à une entreprise d'insertion qui avait des postes adaptés, il a pu être embauché et retrouver une utilité sociale dans ce travail, bien accompagné, bien... au bout d'un certain temps, je vous passe un peu... Et là, il n'a plus... Mais il était passé d'une situation de cadre sup à une situation où il était payé au SMIC. Alors lui, il a fait le parcours, il a redéfini son identité à partir de cette réalité-là, mais sa femme n'a pas supporté. Sa femme a demandé le divorce parce qu'elle ne s'était pas mariée avec ce garçon. C'était quelqu'un d'autre. Et puis il y a eu aussi le problème des enfants, parce que son grand souci, c'était notamment sur le plan de son logement, de quitter son logement parce qu'il allait s'éloigner de ses enfants. Et nous avons réfléchi ensemble et il leur a annoncé que son handicap était reconnu. Et à partir de ce moment-là, ses enfants l'ont rejeté. Mais au bout de quelques mois, ils sont revenus. Et il a été capable d'aider ses enfants dans leurs études. Il a complètement renoué avec ses enfants parce qu'il y avait une opération vérité. Les enfants l'ont reconnu dans sa réalité. Alors tout ça,
ça a demandé du temps. Mais ce sont des parcours improbables et extraordinaires. S'il y a une performance, pour moi, c'est de la performance. Voilà. Mais, donc, il y a d'autres exemples de ce type, mais voilà, je vais en rester là pour le moment. C'est très parlant cet exemple justement. Je voudrais rester sur cette thématique de l'accompagnement, la façon dont on peut se réaliser en accompagnant. J'ai une question précise à poser à Xavier Grenet sur vos engagements associatifs, notamment dans des maisons de soins palliatifs. Je vais y revenir juste après. Je voudrais d'abord donner la parole à Frédéric Bedos, qu'on n'a pas encore beaucoup entendu. Je reviens toujours à Jean Vanier. Il y a beaucoup d'autres documentaires avec le projet Imagine, mais celui-ci a beaucoup frappé les esprits. Les personnes handicapées qu'on voit dans votre documentaire, on le voit bien, ne subissent pas toujours cette fameuse tyrannie de la performance, cette pression sociale dont vous parliez tout à l'heure. On a le sentiment que s'ils en souffrent, c'est plus à cause du regard qu'on porte sur eux, que vous évoquiez aussi. Vous dites même que leur chance à eux, c'est qu'ils vivent sans masque, je vous cite, et que l'un de leurs dons, c'est qu'ils ont le droit d'être eux. Non, ça c'est Jean Vanier qui le dit exactement. Il parle de victoire sur l'ego. Ça c'est une notion que j'aimerais bien que vous évoquiez si possible. Mais surtout, ce que j'ai trouvé très touchant et très frappant, c'est que ceux qui s'appellent eux-mêmes les accompagnants dans ces maisons de l'Arche sont souvent ceux qui vivent apparemment l'expérience la plus libératoire. En accompagnant des personnes handicapées, en fait, ils en apprennent énormément sur eux-mêmes. Oui, c'est riche. On évoque beaucoup de choses. Il y a quand même énormément autour de la sphère professionnelle qui vient d'être évoquée. Donc c'est vrai que moi, j'ai une vision peut-être plus globale du sujet parce que voilà, quand je lis la thématique « Faut-il être performant pour exister ?», j'y vois surtout la vie, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de vivre ? Et est-ce qu'on a le droit effectivement d'être reconnu ? Parce que vous parlez de reconnaissance, et là-dessus, Jean Vanier en parle aussi. Voilà, de cette reconnaissance qui est vraiment tellement essentielle pour être pleinement humain. Et donc, voilà, est-ce qu'on a le droit de vivre si on n'est pas performant et donc si on n'est pas perçu comme étant une force vive qui peut apporter une richesse à la société. Et là, c'est là où on se rend compte qu'est-ce que ça veut dire exister, qu'est-ce que ça veut dire réussir, qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès et qu'est-ce que ça veut dire que participer et amener quelque chose de fort à la société. Et finalement, c'est une question de valeur. Donc. Et donc, ça veut dire que je pense qu'on s'est longtemps fourvoyé dans une vision très utilitariste de l'être humain. De même que pour la planète. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais quand je disais exploiter l'humain, exploiter la planète, au lieu de cultiver notre jardin, au lieu de prendre soin les uns des autres. Voilà. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on va faire bouger le curseur, quoi. Et donc, du coup, ce qui est très beau, c'est que justement, quand on commence à se pencher sur le destin de celles et ceux qui, a priori, sont pas performants et sur qui on va pas forcément compter pour amener de la richesse à la société, eh bien, d'un coup, on peut être bousculé face à l'idée même qu'on a de la société et de ses exigences. Donc c'est vrai que quand je fais le film sur Jean Vanier qui prend soin des personnes handicapées mentales, puisqu'il a créé l'Arche, qui sont des communautés de vie qui prennent soin des personnes handicapées mentales partout dans le monde, eh bien, il y a quelque chose qui est assez étonnant. C'est que dès lors qu'on fait en sorte que ces personnes handicapées mentales soient en sécurité, dans un environnement où elles peuvent s'épanouir, elles peuvent véritablement être elles-mêmes et échapper à cette pression ou ce jugement de l'extérieur, eh bien, non seulement elles s'épanouissent, mais elles veulent travailler. Et donc, à l'Arche, on fait en sorte partout, dans toutes les communautés de l'Arche, elles travaillent, ces personnes handicapées. Et alors, elles vont faire différents travaux selon leurs compétences, selon leurs désirs aussi. Mais ce qui m'a beaucoup frappée et qui est vraiment très touchant, c'est qu'ils sont tellement fiers de leur travail. Et je me souviens, il y a un passage dans le film où on voit une jeune fille qui fait de la peinture sur de la vaisselle. Et alors, elle raconte comme ça, avec une grande fraîcheur, elle raconte à la caméra, ben voilà, elle nous montre le dessin, puis elle dit, bon, moi, je sais super bien dessiner, mais alors, à côté de nous, on a une jeune fille, alors elle sait pas, alors on dessine, puis elle colorie dedans. Et alors, elle est super fière, et en même temps, elle ne juge pas celle qui ne sait pas dessiner, mais elle vous dit clairement, mais moi, je sais super bien dessiner. Donc, il y a vraiment ce côté fier de ce que l'on fait. Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de dignité
qui fait que chacun peut participer à la collectivité et travailler, sans pour autant être écrasé par une exigence de performance, puisque sans doute ne pourront-ils pas effectivement répondre à cette exigence-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas participer. Or, leur participation, elle est importante, notamment à l'Arche de Bethléem, puisque comme l'Arche est un peu partout dans le monde, selon les pays, il y a parfois des situations plus fragiles que d'autres. Il se trouve que l'Arche à Bethléem, donc en Palestine, est plus fragile parce que l'État ne peut pas participer, n'a pas les moyens de participer aux frais de fonctionnement de l'Arche. Donc cette Arche en particulier fonctionne qu'avec des dons, mais aussi quasiment la moitié des frais de fonctionnement fonctionnent grâce à l'artisanat qui est fabriqué par les personnes handicapées mentales et qui sont ensuite vendus sur les marchés, etc. Donc on se rend compte que ce n'est pas du tout portion congrue en fait dans l'organisation même. Mais ce que j'aime bien, c'est que finalement, derrière cette notion de travail, voilà, il y a le travail tel que nous le concevons dans nos sociétés, qui parfois peut être pesant et même détruire certaines personnes par burn-out, etc. Donc ça veut dire que peut-être on pousse quand même un peu la machine trop loin. Et donc, est-ce que c'est au service de l'humain ? C'est la question que je pose, point d'interrogation. Et vous savez que le mot travail vient du mot tripalium, il me semble. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un peu d'un instrument de torture. Vu comme ça, est-ce que vraiment on est fait pour ça ? C'est-à-dire que vraiment, il faut peut-être limiter l'instrument de torture au quotidien. Mais alors que quand c'est vu... Peut-être un point de vue français. Work en anglais, je crois que c'est pas la oui, même. Oui, mais c'est intéressant. Quoi. J'aime bien quand... je trouve que c'est interpellant. Et ce qui est intéressant, c'est que quand, en revanche, je vois comment le travail est vécu au sein de l'Arche, et on voit que là, c'est plus un instrument d'épanouissement. Et encore une fois, de dignité. Donc, à nous de retrouver sans doute le bon niveau qui va permettre à chacun de participer. Et vous, effectivement, vous avez parfois affaire à des publics qui peuvent paraître déconnectés des exigences du marché du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Et alors, vous avez utilisé ce mot « épouser ». Je trouvais que c'était intéressant parce que j'avoue que, voilà, si on est chacun unique, on est vraiment chacun unique. Et malheureusement, je trouve que très souvent, on attend de nous d'être tous sur le même modèle, de bien se conformer à un moule, quoi. Et quelle perte de richesse. Je trouve que c'est terrible. Et c'est aussi une perte de chance, parce que ça veut dire que toute cette diversité, cette créativité, voire même cette fantaisie qui nous habite, ce que les personnes handicapées mentales savent très bien vivre, c'est génial, et ben, c'est toute une richesse. Et donc, du coup, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment des épousailles quand c'est renoncer à une partie de ce que l'on est pour pouvoir correspondre à cette attente. Donc j'aime l'idée qu'on essaye d'aller creuser en soi pour trouver des forces nouvelles, des compétences nouvelles, parce que ça nous enrichit intérieurement, mais que ce soit dans la douleur pour se conformer, voilà, à une exigence qui finalement... un petit côté dictatorial, ça me dérange beaucoup. Alors, j'en viens à un autre sujet. C'est-à-dire que je crois qu'il y a aussi une question à se poser sur la finalité du travail. Est-ce qu'on est pleinement humain que si on travaille ? Est-ce qu'on est reconnu pour cette humanité que si on travaille ? Moi, et là, je n'exprime que mon opinion. Hein, je pense qu'en tant qu'être humain, ce n'est pas la finalité de nos vies. Et je pense, moi, que s'il y avait un vrai travail à fournir, entre guillemets, c'est vraiment le travail sur soi pour pouvoir être pleinement humain, plein d'amour, parce que savoir aimer, il me semble que c'est quand même c'est une sacrée aventure, quoi. Et que ça demande du temps aussi, ça demande de se pencher dessus, de faire des efforts, et c'est pas rien. Donc ça veut dire que quand je vois le temps qu'on passe au travail pour simplement gagner sa vie, vous savez, vraiment gagner de l'argent. Oui, je sais, vous trouvez peut-être que je bifurque, je ne sais pas. Hein, mais enfin, je vous dis ce que moi je ressens. Et donc, c'est intéressant parce que là aussi, il y a un sujet de société. C'est-à-dire que si on décide que notre dignité en tant qu'être humain n'est pas seulement dans ce qu'on va produire, alors il y a aussi toute cette question autour du revenu de dignité, revenu d'existence, qui je trouve quand même reste est un sujet qui devrait faire l'objet d'une vraie ouverture, une vraie discussion
collective, parce que ça veut dire qu'on estime qu'un être humain a droit à une existence digne, quelles que soient ses compétences, sa façon de travailler ou de ne pas travailler. Enfin, voilà, il me semble que... moi, vous savez, je viens d'une famille où on est une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc ceux dont la société avait d'ores et déjà décidé qu'ils étaient foutus. Ils étaient déjà foutus, voilà. Donc, alors qu'on n'était que des mômes, on était déjà considérés comme foutus, du rebut. Et puis mes parents ont su nous regarder avec tendresse, amour et espérance. Et du coup, grâce à cette tendresse et à cet amour, on a pu se relever et peu à peu, effectivement, commencer à épouser notre vie d'être humain, bien au-delà de ce qu'on pouvait faire. Et parmi mes frères et sœurs, donc tous inadoptables, certains sont lourdement handicapés. J'ai un petit frère qui n'a ni bras ni jambes. De même que les personnes handicapées mentales, si nous ne regardons la personne humaine que de façon utilitariste, à quoi servent les personnes handicapées mentales et à quoi sert mon petit frère ? Je crois que, décidément, il faut qu'on regarde bien plus loin que ça, parce qu'on n'est pas juste une capacité à produire ou à consommer. Il me semble qu'aujourd'hui, notre société attend de nous qu'on soit des bons producteurs, des bons consommateurs. Ça ne fait pas une vie, ça. Et nous avons une transcendance à accomplir. Nous sommes là pour vivre autre chose comme destin. Et donc, du coup, peut-être faut-il aussi passer du temps à essayer d'explorer ce chemin-là. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, la planète et l'être humain s'en sortiront bien mieux, me semble-t-il. Donc voilà, mais je pose la question. Puisque vous évoquez cette vie familiale hors du commun, déjà, je recommande aux gens qui sont dans le public, parce qu'on ne pourra pas tout raconter ce soir, mais sur le site de votre ONG, le projet Imagine, il y a une vidéo d'une conférence dans laquelle vous racontez cette vie familiale assez incroyable. Juste pour compléter sur votre petit frère, il faut quand même dire qu'il c'est devenu un champion sportif. C'est le seul sportif de haut niveau de la famille. C'est génial, hein. Il est multimédaillé, champion de France, etc., en tir à la carabine. Il a des petits moignons jusque-là, il arrive à faire du tir à la carabine. Il était encore il y a 2-3 ans en D1 de foot fauteuil électrique et il fait de la natation 2-3 fois par semaine, mais là c'est pour le plaisir. Alors qu'il est arrivé à l'âge de 2 ans et demi, ou quelque chose comme ça dans votre famille, ouais. Vous diriez que c'est l'accueil qu'il a reçu, évidemment, le fait qu'on ait cru en lui. Vous avez aussi d'autres frères et sœurs qui avaient des handicaps. Mais... Oui, alors c'est ça qui est très beau, c'est que là encore, quand mes parents entendent parler de ce petit garçon, il a 2 ans et demi, il est dans une pouponnière à Tours, et les pouponnières c'est pour les bébés, donc ça fait un moment qu'il avait dépassé l'âge limite d'être dans cette pouponnière. Et du coup, quand mes parents entendent parler de lui, c'est parce qu'il y a urgence absolue, puisque les services sociaux ont décidé de transférer ce petit garçon de la pouponnière à une institution psychiatrique, alors que cet enfant est totalement sain d'esprit. Et si les services sociaux ne savaient pas quoi faire de lui, c'est justement parce qu'il a été abandonné à la naissance, alors qu'il est né sans bras et sans jambes. Donc on ne sait pas quoi foutre de lui, quoi. Et c'est là où ce qui est merveilleux, c'est que mes parents, qui sont des gens qui pourraient paraître tellement ordinaires, qui sont des gens tout simples, pas de fortune personnelle. Mon papa tenait une petite quincaillerie de quartier à Roubaix, on est dans le nord de la France avec 2 de ses cousins, donc vraiment la petite échoppe de quartier. Ma maman, c'est une femme qui a eu le certificat d'études, donc c'est pas des gens très cultivés, c'est pas des gens riches, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et simplement un cœur immense. Ce qui fait que ça les a amenés, parce qu'ils ont su se mettre à l'écoute de ce cœur, de cette petite voix intérieure qui nous habite tous. Mais simplement, c'est une voix un peu discrète. Donc, il faut pouvoir faire un tout petit peu silence pour lui prêter une oreille attentive. Et quand on commence à l'écouter, elle sait très bien, c'est notre boussole intérieure, hein, elle sait très bien quelles sont les bonnes décisions et qu'est-ce qui va nous rendre heureux et qu'est-ce qui... Voilà. Et donc, à chaque fois, ils ont su se mettre à l'écoute. Et donc, là où tout le système bute, eux, ils entendent juste, il y a un petit garçon de 2 ans et demi qui est sain d'esprit qui risque d'aller dans une institution psychiatrique. Et donc, direct, ils vont à sa rencontre. Ils vont voir, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et donc, du coup, c'est extraordinaire de voir que nous avons eu, grâce à mes parents, la chance de vivre une expérience unique, exceptionnelle. C'est-à-dire que j'entends souvent des choses très violentes, du genre des enfants comme ça, ils ne devraient pas naître, vous comprenez, voilà. J'entends ces choses-là. Et aujourd'hui, on est en plein dans des débats de bioéthique, etc., qui mettent à jour ces choses-là. Eh bien,
moi, ce que je sais, c'est que Pierre Vincent, c'est l'ange de la famille. Il nous a donné l'immense chance, l'honneur, le privilège de pouvoir lui offrir nos bras et nos jambes. Et du coup, il a soudé, littéralement cimenté notre famille jusqu'à faire de nous un seul corps. Eh bien, je peux vous dire que d'avoir vraiment le bonheur d'expérimenter, de goûter ça, mais ça change tout. Et donc, finalement, quand je regarde ma famille, nous étions de tous les continents, nous étions de toute culture, nous ne parlions même pas forcément la même langue, on n'était pas de la même religion, et nous étions atteints de toute forme de blessure. Donc c'était un peu comme un condensé du monde sous un même toit. Et donc, malgré toutes les peurs qui sont liées aux différences qui pouvaient nous séparer, eh bien, nous avons appris à aller à la rencontre l'un de l'autre, nous avons appris peu à peu à nous connaître et à nous aimer. Et donc, finalement, nous avons réussi à faire famille humaine. Eh bien, je sais aujourd'hui, je pense véritablement que c'est le défi de ce monde. Il va falloir qu'on apprenne à faire famille humaine et à vivre en famille humaine. Et je sais que c'est possible parce que je l'ai goûté. Alors ça, c'est performant, moi, je trouve. C'est vrai. Alors, Xavier Grenet, j'en viens donc à la question que je voulais poser. Outre vos activités professionnelles, vous êtes engagé dans diverses associations. J'ai oublié de les énumérer au départ. Vous avez été aux Apprentis d'Auteuil notamment. Mais vous travaillez notamment dans une maison de soins palliatifs. L'association s'appelle Jeanne Garnier. Et vous dites que cet engagement-là, c'est un approfondissement de la façon dont vous avez envisagé votre métier. Évidemment, c'est le stade ultime de la fragilité auquel vous avez affaire dans ces situations-là. Est-ce que c'est une façon, vous diriez, aussi de se réconcilier, de nous réconcilier ? J'ai d'abord envie de remercier Frédéric de nous avoir parlé, comme elle vient de le faire, de sa famille, de son petit frère. Mon métier de DRH m'a marqué à jamais, mais c'est vrai que le combat pour davantage de fraternité, d'attention à l'autre, à chacun, sans le réduire à ses performances, ne concerne bien évidemment pas que l'entreprise et les lieux de concurrence. Mon engagement depuis plus de 10 ans au service d'une association qui, d'une part, qui regroupe une vingtaine d'EHPAD en France, toutes d'origine congréganiste, et d'une façon beaucoup plus particulière, mon bénévolat d'accompagnement de personnes en fin de vie, ce qu'on appelle les soins palliatifs, à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, pour moi s'inscrivent vraiment dans le prolongement et l'approfondissement de la manière dont j'ai essayé de faire mon métier et continue de m'apprendre l'importance, mais Frédéric en a parlé beaucoup mieux que moi, continue de m'apprendre l'importance primordiale de l'écoute et du regard bienveillant. Ils sont un accueil, une hospitalité. Et pas à pas, ils créent des liens qui font de l'autre un frère, d'un visage inconnu, une face aimée. Et c'est partout, à mon sens, une même exigence. Je crois que Philippe Diribarne disait dans sa présentation tout à l'heure que nous vivions des situations sociales contrastées. Oui, c'est vrai, mais au fond de moi, j'éprouve le sentiment que toute rencontre humaine, toutes les rencontres humaines ont quelque chose qui les font se rejoindre. Que ce soit l'accompagnement d'un cadre quand il est surtout s'il est en difficulté, que ce soit l'accueil d'un chômeur. Je continue également d'aller entre 1 et 3 fois par semaine dans la brasserie la plus proche de chez moi pour rencontrer des personnes qui viennent plutôt nous voir quand elles sont dans la difficulté, ou que ce soit même l'accompagnement de personnes en fin de vie. Il y a quelque chose qui pour moi est des aspects qui se rejoignent et qui font véritablement la rencontre humaine. Et partout une même exigence pour moi que nous devions la vivre auprès de grands malades ou auprès de personnes victimes d'une compétition économique ardue. Dans l'extrême de leur dénuement, les patients en fin de vie demandent notre présence, souvent dans le silence, notre écoute,
notre tendresse, ce fil imperceptible parfois d'une relation toute humaine qui accompagne leur existence jusqu'au bout et qui en porte témoignage. Les unités de soins palliatifs sont des lieux où peut être véritablement vécue et développée une éthique de la vulnérabilité. Il est faible et je lui dois tout. Dans le fond, c'est un mot que vous avez employé, la discrétion. Elle est discrète. La vraie dignité de l'homme est plus lumineuse, non pas pour nos yeux habitués, mais au regard de notre cœur, chez celui ou celle qui est blessé, celui qui a un genou en terre. Jésus est tombé 3 fois dans la montée du calvaire. Dans ces moments extrêmes ou de dénuement, toute personne mérite notre plus grand respect, notre affection, notre douceur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Que de fois pourtant, nous nous sentons malhabiles, éprouvons un sentiment d'inutilité. Mais parce qu'elles sont une école d'humilité, nos maladresses et nos hésitations nous apprennent à nous désencombrer un peu de nous-mêmes, à laisser se créer en nous ce vide, cet espace intérieur où accueillir l'autre. Et c'est dans ce manque, en revanche, que la gratuité, la grâce nous surprennent. Si souvent, nous pensons donner et c'est nous qui recevons. Nos mains étaient vides et elles sont comblées. Si vous me permettez, je voudrais ajouter encore un mot, si ce n'est pas trop long, pour vous dire pourquoi j'ai souhaité dire tout à l'heure que toutes ces expériences, que cette vie pour moi était profondément éclairée par certaines paroles, par l'Écriture. D'une certaine façon, la petite Sainte Thérèse nous y introduisait tout à l'heure. Et autorisez-moi à dire quelques mots sans céder vraiment à aucun prosélytisme, mais dans un très grand respect de ceux parmi nous qui ne partageraient pas la foi de l'Église. Je voudrais en effet terminer ces quelques mots par ce qui est pour moi la source des expériences et des convictions que j'ai désiré partager avec vous. Osez vous dire en conclusion quelques mots plus explicites sur la place, en tout cas, que tient pour moi la foi chrétienne dans ma réponse à notre interrogation de ce soir. Il y a une parole essentielle, une question essentielle parcourt l'Écriture, la question de l'homme, de la personne humaine. Qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci, chante le psalmiste dans le psaume 8. Et la réponse pour moi la plus forte, sans doute, me semble être donnée au chapitre 19e de l'évangile de Saint Jean. Souvenons-nous, c'était au jour de la Passion. Après avoir cédé lâchement aux vociférations de la foule, Pilate leur amena Jésus et leur dit « Voici l'homme, ecce homo ». Et c'est un homme bafoué, maltraité, humilié, silencieux, mais nullement, du moins à nos regards, un être performant. Cet homme, c'est Jésus, mais en ce même instant où il semble abandonné de tous, si seul au milieu d'une multitude hostile, il récapitule en lui, dans son visage souffrant, dans son âme et son corps blessés, la présence de tous les êtres humains, de chaque homme et de son mystère. Qu'est donc l'homme ? Interrogeait le psalmiste. Et c'est comme un écho la réponse de l'Évangile. Voici l'homme. Plusieurs siècles auparavant, Isaïe déjà avait contemplé et célébré le serviteur souffrant, figure annonciatrice de Jésus, invitant chacun à ce regard intérieur qui discerne ce que nos yeux peinent à voir. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous le recherchions. Certains événements douloureux de nos vies peuvent lentement entrer en résonance avec ces paroles et nous aider à les accueillir. Ainsi, les parents qui ont perdu un enfant savent-ils d'une connaissance intime que la qualité, la beauté, la dignité de l'être humain, de toute personne,
ne peut se mesurer à la longueur de sa vie, ni à aucune performance. Comme nous l'enseigne au contraire presque à chaque page l'Évangile, je crois de tout mon être qu'elle vient de la tendresse du regard de Dieu et qu'elle passe ici-bas par celle de nos regards humains. Il n'est pas nécessaire d'être performant au sens du moins où nous l'avons indiqué au tout début, performance, réussite, succès. Il n'est pas nécessaire d'être performant pour exister. Et pourtant, qu'il soit lié à la pauvreté, à toutes sortes de précarité et d'injustice, à la guerre, au climat, aux ruptures familiales, des drames incalculables détruisent aujourd'hui beaucoup de ceux qui les subissent et gravent jusque dans leur chair et leur cœur une profonde mésestime d'eux-mêmes. Patrick Boult en parlait tout à l'heure fort bien et semble donner tort à mes propos. Je pense à tant de personnes en difficulté que j'ai accueillies dans le cadre de mon métier ou à titre de bénévole, à tant de leurs paroles marquées par le doute ou la dépression, ces mots d'orage qui font mal et qui vous déstabilisent. Simplement à les entendre, aux lourdes questions qu'ils font ressurgir. Voilà, alors la dernière question que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si j'ai bien parlé ou trop bafouillé, mais parler est encore assez facile. Le plus important, c'est de faire. Ils disent et ne font pas. Voilà, je trouve que j'ai été un peu long. Et il y a des grandes figures quand même qui nous montrent la voie. Plusieurs ont été évoquées ici. Moi, je pense bien sûr aussi au bienheureux Daniel Brottier, qui n'a pas été tout à fait le fondateur, mais presque le deuxième fondateur de la Fondation des apprentis d'Auteuil, où j'ai également exercé une part de bénévolat. Je pense à l'abbé Pierre, à Mère Teresa, plus près de nous, bien sûr, à Jean Vanier, qui a illuminé de sa présence la maison médicale Jeanne Garnier, où il est décédé. Si on ne comprend pas certaines choses, je me souviens juste un mot, mais je ne devrais pas oser parler de Jean Vanier devant vous, mais je crois que c'était un dimanche où je devais être un peu malade. Bref, je n'étais pas allé à la messe et je l'avais regardé à la télévision. C'était dans un foyer de l'Arche. Voir simplement Jean Vanier donner le baiser de paix aux petits trisomiques qui étaient autour de lui. Voilà, là on comprenait voilà, par l'image 1000 choses qu'il est difficile de dire. Voilà, mais écoutez, je vais arrêter. J'avais envie de citer aussi la phrase de Dieu à Caïn au 4e chapitre de la Genèse. Qu'as-tu fait de ton frère ? Vous n'en avez peut-être pas tout à fait fini, parce qu'il y aura peut-être des questions après, donc on verra si ça se trouve. Avant qu'on passe aux éventuelles questions, je vais quand même poser une question à Patrick Boult, parce qu'on ne vous a pas entendu depuis un certain temps. D'abord, si vous voulez réagir à des choses qui ont été dites, n'hésitez pas. On a compris tout à l'heure en vous écoutant que ces périodes de chômage qui sont si difficiles à traverser pour certains étaient parfois en fait des opportunités pour se réconcilier avec soi-même, vous parliez de justesse et d'authenticité, vérité, justesse, authenticité, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous diriez pour autant, au regard de votre expérience, que la dignité, notre dignité aujourd'hui passe forcément par le travail ? Et là, je rejoins un peu une question que posait plus largement Frédéric sur notre rapport, le rapport de notre société au travail. Voilà, c'est peut-être très philosophique, mais... Moi, je ne rencontre que des personnes qui tiennent à l'emploi, ce que je disais tout à l'heure. Donc pour eux, c'est vital, ça fait partie de ils y aspirent comme quelque chose de vital pour eux. Mais quelquefois parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour moi, le travail, il ne peut être que central. Sans ça, j'aurais été faire autre chose que de l'accompagnement de demandeurs d'emploi. Voilà. Mais donc, il est complètement central. Qu'on puisse faire des grandes considérations sur notre société de consommation, d'hyperproduction de tas d'objets inutiles, peut-être. Mais le problème, c'est que c'est la situation actuelle dans laquelle les personnes doivent vivre. Et voilà. Et donc... Elles aspirent à ça. C'est même pas comme une norme sociale. D'abord,
moi, Solidarité une belle face au chômage est une association non conventionnelle. Donc, mais il me semble que dans l'Évangile, il y a des phrases là-dessus. Bon, ceux qui ne veulent pas travailler, qui ne mangent pas. Voilà, c'est bon. Donc le travail, il y a un présupposé de nécessité. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, je suis au contact de personnes qui ne peuvent pas remettre en cause tout le système. Elles ont le problème d'acquérir leur propre dimension pour être acceptées par cette société qui leur échappe d'une certaine manière. Donc c'est ça l'enjeu pour elles. Et sans ça, si elles avaient renoncé à ça, elles seraient dans les associations de chômeurs. Et puis, le problème dans l'accompagnement qu'on mène, ça ne débouche pas nécessairement sur l'emploi. Ça débouche sur la reconstruction de la personne. Voilà. Et alors, avec quelquefois... Je pense par exemple qu'il y a une chose qui est très difficile à accompagner, une catégorie de personnes très difficile à accompagner, sont les artistes. Parce que les artistes, ils ont du mal à envisager leur utilité pour la société. Ce n'est pas quelque chose qui compte pour eux. Ils sont dans leur création, dans l'univers de création, et il faut que la société s'adapte à leurs propres désirs et pas à l'inverse. Et donc, c'est très difficile d'accompagner les artistes. C'est mon constat. Enfin, mon constat, j'ai fait des dizaines d'accompagnements, mais enfin, ça chiffre sur les doigts d'une main. Donc, je ne peux pas faire comment dirais-je, les artistes se comptent sur les doigts d'une main, donc je ne peux pas faire de généralisation hâtive. Mais voilà. Mais en dehors de ça, il y a des parcours. Et encore des parcours qui sont... Ceux qui ne débouchent pas sur le travail sont rarissimes. Et de toute façon, même si c'est comme ça, je connais, j'ai accompagné il y a des années, mais je continue à le voir, etc., un garçon qui était non seulement handicapé pour l'emploi, handicap comportemental, invisible, risible pour tout le monde, d'ailleurs, mais également pour les activités bénévoles. Parce que, enfin, je vous passe les détails sur ça. Et il a été obligé de déménager de Paris, qui était une ville trop compliquée pour lui, pour aller à 800 km, se mettre dans une ville beaucoup plus restreinte. Il m'a dit, mais je vais quitter mes filles, je ne vais pas être là pour mes... J'ai dit, mais vous ne pouvez rien faire pour vos filles. Il faut se rendre compte de ce type de sacrifice, de parcours, etc. Et puis, il a aménagé son existence de telle manière que aujourd'hui, il rend des services. C'est un garçon que j'ai plaisir à rencontrer parce que il a son unité personnelle. Il est arrivé à dépasser tout ça. Et là encore, une histoire, je m'excuse de revenir là-dessus, mais là aussi, parce que ça a été difficile de se rendre compte du handicap qu'il avait. Ce n'était pas objectivable. Donc, on a mis tous les deux du temps à se rendre compte que. Et puis, donc, il s'est fait un jour reconnaître. Ça aussi, c'était une autre paire de manches, parce que c'était irreconnaissable, son handicap. Il avait 2 bras, 2 jambes, etc. C'était très difficile de se rendre compte de ce qu'il est handicapé. Il s'est fait reconnaître. Il a une reconnaissance de personne handicapée. Et il l'a dit à une de ses filles, qui lui a fait cette phrase, « J'ai enfin un père ». C'est fantastique. C'est fantastique. Le travail de la réalité sur lui-même l'a amené à avoir une existence à part entière. Et quand je le rencontre, je le rencontre comme n'importe quel ami, une existence à part entière. Même si ça a été un parcours difficile,
mais il a trouvé son unité personnelle, son identité. Il louche pas. Il ne louche pas, parce que ça aussi, c'est une grande difficulté dans notre société avec le mimétisme, les gens qui louchent toujours, qui regardent les autres. L'une des difficultés aussi de l'accompagnement, c'est d'amener les personnes à se regarder elles-mêmes, à ne plus regarder le voisin ou à ne plus écouter même leur épouse, leur mère, leurs parents, genre je ne sais pas quoi. C'est de retrouver leur unité personnelle. C'est un parcours qui sont les seuls à pouvoir parcourir et dans une certaine solitude, il faut qu'ils réassument ça, ce qui va à l'encontre de toutes les tendances contemporaines, où on passe son temps à s'imiter dans ses consommations, dans ses loisirs, dans la distraction personnelle. Il ne faut pas qu'ils soient distraits non plus. C'est quelquefois un peu difficile. Actuellement, j'ai accompagné quelqu'un pendant 4-5 mois. Il s'est distrait de lui-même, aidé encore d'ailleurs par son entourage familial. Et actuellement, il est en train de se recentrer. C'est fantastique. Enfin, voilà. Frédéric, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais rebondir parce que je voudrais surtout pas qu'il y ait une méprise, parce que j'ai énormément d'admiration pour vous et je connais bien votre association et je la trouve formidable. Non mais je tiens à le dire. Non mais laissez-moi 2 secondes, Patrick, s'il vous plaît. Non mais je tiens à le dire et donc je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a plein de gens qui ont besoin de travail. Après, je mets les pieds dans le plat, je peux pas m'en empêcher. Faut-il être performant pour exister? Voilà. Mais évidemment que... Et quand on vous entend, on voit, enfin, je trouve que c'est une évidence. Vous avez une attention à l'être humain et à chacun. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui revient dans votre discours? C'est comment chacune de ces personnes va pouvoir reconnecter avec sa propre vérité. Mais c'est un chemin d'humanité. Et donc, c'est juste formidable et on voit bien que c'est bien au-delà de simplement voir s'il va correspondre au marché du travail, même si, évidemment, c'est dans ce cadre-là. Et donc, et c'est marrant parce que ça me fait aussi penser, moi j'aime beaucoup aussi Emmaüs Défi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, et je trouvais ça très beau aussi avec Emmaüs Défi, c'est Charles-Édouard Vincent qui avait créé ça, et c'était vraiment l'idée d'aller vers les personnes qui étaient les plus éloignées du travail, notamment des SDF, des gens peut-être qui souffrent de l'alcool, etc. Et on ne peut pas, et voilà, pas en faire des désespérés de l'emploi, mais c'est-à-dire trouver un chemin pour les réinsérer en se disant évidemment qu'ils ne pourront pas du jour au lendemain faire 35 heures, c'est pas possible. Et donc, ils trouvaient le moyen de les réinsérer avec des emplois où parfois c'était 1 heure par semaine, puis 2, puis 3. Enfin, vraiment un côté sur mesure comme ça. Donc, tout ce qui fait qu'on peut vraiment appréhender la personne humaine dans son caractère unique, avoir une attention et un regard comme ça d'espérance et d'accompagnement humain, mais c'est de cela qu'on parle. Et donc, ça va bien au-delà de... Et je trouve vraiment... Voilà, ça, c'est formidable. Et alors, il y a une chose aussi qui me fait rebondir dans tout ce que vous dites, Patrick, et dans les exemples que vous évoquez. Ça me fait penser à plein de choses, mais je ne pourrais pas tout dire. Mais il y a vraiment aussi le côté... Comment peu à peu, on va être capable d'unifier nos vies, quoi. C'est-à-dire... Parce que tout ce que j'ai dit... Voilà, je voudrais qu'on évite le tripalium, mais ça ne veut pas dire que je suis contre le travail. Moi, je bosse comme une dingue. Mais je suis épanouie dans ce que je fais puisque j'ai créé une ONG qui me tient à cœur, dans laquelle j'ai l'impression que finalement, c'est le puzzle de ma vie. Donc du coup, je m'épanouis dedans. Et donc, oui, je vais donner tout ce que je peux, toutes mes forces, etc. Mais... c'est une grande chance que j'ai, parce que le nombre de gens que je connais autour de moi qui font des boulots, que franchement, ils se demandent bien à quoi ça sert, et le sens et tout ça, et donc ils le vivent plus comme, franchement, un poids, une douleur, etc. Et je pense beaucoup à nos jeunes, beaucoup se disent, attends, franchement, je vais passer ma vie à faire un truc qui a non-sens, etc. Je trouve quand même qu'on voit bien que la question du sens se pose. Et donc, je trouve intéressant de voir, et là encore une fois, moi j'en parle toujours à partir de notre humanité, est-ce qu'on va faire les requins toute la semaine pour faire sa BA le dimanche, ou est-ce qu'on va essayer de pouvoir vraiment connecter pleinement nos vies avec ce qui nous habite en tant que valeur, et donc unifier nos vies.
Vous avez Et les cité- questions concrètes, les débats récurrents, nous les évoquions avec Frédéric Tiberghien de l'association, notamment les débats récurrents sur le statut du bénévolat, sur la rémunération des sûr. femmes au foyer, etc. Bien Il sûr. y a un aspect concret à ça aussi. Vous avez cité quelques passages de la Bible, Xavier, et il y a un passage que je trouve assez toujours très interpellant. C'est le fameux moment qui dit « Soyez parfaits comme Dieu est parfait ». Quand tu lis ça, tu te dis « Waouh, la barre est un peu haute, c'est peut-être pas évident ». Et alors un jour, j'ai entendu un prêtre faire revenir sur les mots, pas dans leur traduction, quoi, et qui disait que c'était certainement derrière le mot perfection, en fait, parfait, c'était certainement soyez un, soyez unis. Donc c'est vraiment comment on va réussir à trouver de la cohérence dans nos vies, comment on va unifier, au lieu d'être éparpillé façon puzzle. Ça vous rappelle quelque chose, ça, c'est... J'adore, c'est comment il s'appelle ? Audiard. Voilà, ouais, Audiard, voilà, j'adore. Bon, ben c'est ça, quoi. C'est-à-dire, à force de... Et puis, vous avez aussi évoqué la distraction, et là-dessus aussi, je vous rejoins. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, il faut qu'on se mette à l'écoute de notre petite voix intérieure. C'est quand même de plus en plus compliqué d'être à l'écoute de cette petite voix discrète dans une société où tout est brouhaha, où sans arrêt, il y a tout qui vient nous perturber, hein, la radio, la télé, tout ce qu'on veut, les réseaux, les machins, sans arrêt, il y a toujours quelque chose. Et finalement, tous ces programmes, etc., qui sont toujours très sexy, sur lesquels on a mis beaucoup d'argent et qui donc nous attirent, et que l'on nomme divertissement, ne serait-ce pas plutôt devenu de la diversion ? Puisqu'au bout d'un moment, eh bien, effectivement, ça nous empêche quand même un petit peu d'aller voir à l'intérieur. Or, on ne pourra pas faire un chemin humain si on ne va pas un tout petit peu voir à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a vraiment plein de sujets de société à se poser pour réussir à bâtir une société performante au service de l'humain et du vivant et de la planète et de l'amour. Et voilà, et elle est belle la vie. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, j'ai pas regardé en direction du public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions à nos trois intervenants ? Je vois quelques mains qui se lèvent. Une là, une là. Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, moi, je suis une sœur. J'ai une sœur jumelle qui est handicapée et qui a été qui a été diagnostiquée schizophrène et maintenant qui est vue comme une personne avec un choc post-traumatique, qui a été mise en ESAT à 18 ans, depuis 5 ans, et elle a travaillé. Elle a travaillé d'abord en cuisine et elle était très fière parce qu'elle trouvait vraiment une utilité dans son travail. Mais quand on a vu qu'en fait le diagnostic était faux et qu'elle n'était pas schizophrène, on a voulu lui baisser les médicaments qu'elle avait depuis 5 ans. Et du coup, elle est devenue très violente, comme juste avant. Enfin, quand on a vu qu'on pensait qu'elle était diagnostiquée comme une schizophrène. En fait, la question, c'est que là, aujourd'hui, du coup, elle ne se sent pas utile, puisqu'elle elle ne travaille plus en tant que cuisinière. Elle a essayé d'être jardinière dans les ZAT, et ça ne marchait pas pour elle. Et du coup, actuellement, là, elle travaille, elle fait des petits travaux, mais elle ne se sent pas utile. Et elle a une énorme souffrance, sachant que elle se compare avec ses 5 frères et sœurs qui marchent très très bien et qui sont très performants dans la société, puisqu'ils ont eu des très bonnes études, etc., dont sa sœur jumelle. Voilà, donc je suis très performante. Voilà. Et du coup, actuellement, je vois vraiment une énorme souffrance. On en souffre beaucoup dans notre famille, mais c'est surtout elle qui souffre. Et parce qu'en fait, elle ne se sent pas performante et elle n'a pas l'impression d'exister, finalement. Et ça, j'ai l'impression, et je vous remercie, Monsieur Boult, d'avoir parlé de ça, qu'en fait, le plus important pour une personne handicapée, c'est qu'elle se sente reconnue et utile. Mais en fait, la performance est aussi importante pour une personne handicapée. Et ça, j'ai l'impression que un handicap,
il faut, pour un handicapé également, qu'il se sente performant, reconnu et qu'il se sente exister. Et ça, alors c'est peut-être, bon, ça c'est un message personnel, mais je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Et moi, ma question, c'est comment, actuellement, hein, je me dis comment je vais faire pour lui faire comprendre qu'elle existe et qu'elle est utile aussi pour notre famille, pour moi personnellement aussi, je grandis grâce à elle. Mais c'est cette question de comment on va accompagner une personne handicapée pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse aussi cheminer et trouver sa propre vérité, quoi. Et ça, c'est une question que je vous pose et c'est une réponse que je n'ai pas actuellement. Et voilà. Donc, je vous laisse répondre. Difficile d'intervenir là, sur quelque chose comme ça. Je crois qu'en effet, pour certaines personnes, le travail adapté ou le travail en ESAT, c'est vraiment très utile. Moi, j'ai vu l'expérience avec au moins une personne que j'ai accompagnée. Le travail adapté lui a donné une utilité. Et qui en plus, c'était une fonction qui n'était pas trop éloignée de ses compétences personnelles. Donc, il a vraiment pu se réaliser là-dedans, même si, à certains moments, il se plaignait de ne pas avoir suffisamment de travail. Mais à partir du moment où il a eu ça, il a pu une journée d'absence médicale. Plus pendant 1 an, il n'y a plus aucun épisode psychiatrique. Donc je pense que c'est indispensable. Cela étant, c'était un homme de 40 ans qui avait une capacité de réflexion sur lui-même assez prononcée et qui a pu faire ce parcours de définir autrement son identité. Et vraiment, et de façon harmonieuse, de façon sereine. Et donc, je crois que là, ça demande de la maturité, ça demande du travail sur soi, etc. Et c'est en effet très difficile pour les autres d'intervenir dans une situation comme ça. Parce que il y a quelque chose qui est impartageable. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Mais voilà, donc je suis un peu démuni. Je me sens très démuni à répondre à votre question. Voilà. Alors, évidemment, on n'a pas une réponse toute faite. Hein. Si on avait une baguette magique, ça serait, hein, on est d'accord. Mais je réagis peut-être juste, en fait, je partage tout simplement. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance d'être sauvée par ma famille adoptive, mais je connais ma maman biologique. Et la raison pour laquelle j'ai été accueillie dans cette famille adoptive, c'est parce que ma maman souffre de fragilité psychiatrique, dont la schizophrénie et même tout un cocktail, en fait, de différentes maladies mentales. Et donc, je l'ai vue, moi j'étais fille unique très longtemps, et donc j'étais en tête-à-tête avec ma maman pendant toutes ces années où peu à peu elle a périclité et où finalement elle a eu droit à tous les pires traitements, la camisole chimique, les électrochocs, et alors qu'au début ça commençait juste par la dépression. Et donc vous êtes déprimé, triste, et on vous met dans un hôpital psychiatrique, et donc forcément je vois pas trop comment ça va aller mieux. Et donc, je l'ai vue comme ça, petit à petit, péricliter. Donc, ce qui était difficile, puisque j'étais une petite fille, et puis peu à peu, je devenais la maman de ma maman. Ce qui est sûr, c'est qu'il se trouve qu'elle cumulait, parce qu'elle est artiste. Donc, je ne vous dis pas. Donc, vraiment, Patrick, je crois que c'était pas facile du tout. Même vous, vous auriez peut-être galéré. Mais ce que je trouve très beau, c'est que vous avez tout à fait raison sur le fait que les personnes qui, donc, vont être différentes ou fragiles, etc., pour autant, ont une valeur, en ont conscience. Et du coup, c'est une souffrance que cette valeur ne soit pas reconnue, ne soit pas intégrée à la communauté. Et donc, je vous donne juste un exemple, parce que c'est quelque chose qui
qui continue sans arrêt de m'émouvoir. Il se trouve que j'ai une fille de 27 ans. Il se trouve qu'elle est artiste. Bon, ça a sauté une génération. Hein. Moi, je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Et donc, voilà. Et donc, du coup, elle est très proche de sa grand-mère. Elle est très révoltée sur le traitement qui est fait de la société par rapport aux personnes qui sont atteintes de souffrance mentale, sachant que nous sommes tous, à un moment de nos vies, atteints par des souffrances psychiques et mentales. Je veux dire, la dépression, le burn-out, ça fait partie du scope. Hein, et je pense qu'on est tous... voilà, on s'accroche comme on peut, mais enfin, il y a toujours des moments dans la vie où on est plus fragile sur ces aspects-là. Et donc, elle est très proche d'elle. Et donc, ma mère, qui aujourd'hui est plus âgée, donc maintenant est dans un EHPAD spécialisé, donc elle continue d'avoir des médicaments, etc. Et voilà. Mais, donc, elle est très diminuée, mais elle reste une espèce de résistante comme ça. Et toutes les nuits, elle fait des centaines de dessins. Et elle nous les envoie avec des petits mots. Et elle nous marque. Voilà, ma chérie, prends-en bien soin. Avec ça, tu vas pouvoir t'acheter une maison, des choses comme ça. Vous voyez ? Elle est persuadée que ces dessins valent une fortune, quoi. Je pense qu'elle n'a pas tort. C'est-à-dire, encore une fois, voilà, de quelle façon eux voient ce qu'ils sont capables de faire. Et moi, quand je vois tous les mauvais traitements qu'elle a subis pendant toutes ces années, encore aujourd'hui, elle arrive à faire tous ces dessins et ils sont effectivement merveilleux, eh bien oui, je pense qu'elle a raison. Ça vaut vraiment des millions et des millions. Et donc je suis sûre que votre sœur, si c'est votre sœur jumelle, elle est encore très jeune, donc il faut s'accrocher parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des nouveaux traitements. Et donc il faut bien se renseigner. Il faut aussi aller voir, il y a des nouvelles institutions qui prennent vraiment mieux soin parce que d'abord, il faut travailler sur elle avant de se dire qu'est-ce qu'elle va faire comme job, etc. Déjà, vraiment faire en sorte de la consolider. Et ce qui est très beau aussi, c'est que quand on est confronté à la fragilité, telle que vous y êtes confronté, eh bien, ça peut faire grandir toute la famille. À quoi servent les personnes handicapées mentales? À quoi servent les personnes qui sont atteintes de fragilité? À quoi servent les personnes qui n'ont ni bras ni jambes, etc. Et bien, toutes ces personnes que sur le coup on pourrait regarder comme oh là là, ça va être des poids ou des fardeaux, eh bien, elles servent à nous humaniser. Elles nous humanisent. Elles nous humanisent. Voilà. J'enchaîne sur ce qui vient d'être dit un instant. Et ce ne sera pas une question, c'est un témoignage. Un de mes fils est handicapé mental profond. Et je dois dire que la vie que je m'ai menée auprès de lui m'a amené à faire tout un cheminement en ce qui concerne une interrogation sur les valeurs qui nous portent. Et d'une certaine manière, la personne handicapée nous ouvre plus profondément à la profondeur du mystère de la condition humaine. C'est un autre aspect de la condition humaine qui se révèle à nous si nous savons l'écouter. Et à ce propos, j'ajouterais sur un propos de Jean Vanier. J'ai rencontré un jour Jean Vanier en compagnie de mon fils handicapé. Et me tournant vers Jean Vanier, je dis vous savez, nous avons beaucoup de chance d'avoir un prophète comme vous. Il a regardé mon fils et m'a dit, ce n'est pas moi le prophète, ce sont eux. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'en fais une tout en haut. Oui, bonsoir. Moi, pour revenir sur le handicap, notamment en ce qui concerne la sémantique, le centre d'adaptation pour le travail est passé maintenant en termes ESAT et le mot adaptation ne figure plus dans la définition. Et il semblerait que dans les ESAT, on demande du rendement, ce qui va exclure
une partie de personnes handicapées, notamment les trisomiques, qui sont lents pour travailler. Ça, c'est une première chose. Et puis également, dans le champ du travail, c'est mon intérêt, si vous voulez. Et nous étions dans un séminaire de pairs ce samedi, et on s'étonnait justement par rapport au DRH. Tout est basé sur la quantité, la gestion, et les risques psychosociaux, par exemple, les RPS, sont passés maintenant, ont glissé sur la qualité de vie au travail. Et sur le vocable qualité de vie au travail, on met des petits sparadraps, à savoir, on fait du bien-être, on fait des conciergeries, on fait du sport, enfin bon, etc. Mais ça ne répond pas au fond de la maltraitance, la souffrance au travail, et qui en fait mène au burn-out et tout. Et moi, je travaille encore dans les hôpitaux, et dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'épuisement professionnel chez les soignants. Voilà, c'était mon propos. Je n'ai pas de réponse. Enfin, je me méfie toujours des réponses qui seraient trop générales. J'ai envie juste de dire à la jeune personne qui a apporté son premier témoignage que c'est sûrement pas moi qui peut répondre à sa question, mais ce qui me paraît très très important, c'est il y a sûrement un lieu, il y a des gens qui écouteront votre sœur. Enfin, la reconnaissance, il ne faut pas que ce soit simplement un mot, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Mais je veux dire, l'espérance, c'est une vertu de la nuit. Hein. Quand il y a du soleil, il n'y a pas besoin d'espérer qu'il fera beau. Mais il y a certainement une réponse, il y a certainement un lieu d'écoute. Et vous, madame, si j'ai bien entendu, parce qu'on n'entendait pas parfaitement ce qui était dit, c'est... Vous avez évoqué le burn-out, vous avez évoqué effectivement le travail en particulier dans le monde hospitalier, qui est effectivement un travail très dur, de surcroît extrêmement mal payé. Ça, c'est vraiment une chose, ça moi je le dis à toutes les infirmières et aux aides-soignantes avec qui je passe quand même un certain temps maintenant, que le jour où il y aura une grande grève, j'irai la faire avec eux, une manifestation. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses très dur, mais je me méfie des réponses trop générales. Ce que je crois, et pour moi c'est 40 ou 45 années de ma vie, c'est qu'en tout cas toutes les questions humaines sont presque toujours des questions singulières aussi. Ça s'appelle pour moi, c'est l'écoute, c'est la reconnaissance, c'est de trouver des solutions et puis de faire évoluer effectivement également les organisations et dans le monde de la santé, il y a... Mais je ne suis pas un spécialiste du tout de ce monde-là. Mais si j'ajoute des mots, ça sera un peu du bavardage parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai pratiqué en tant que responsable. Mais ce que j'entends effectivement, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande souffrance au travail et en beaucoup de lieux, et que je suis quand même persuadé que le métier que j'étais heureux de faire, il se situe quelque part au cœur de cela, et que les attitudes à avoir, c'est l'écoute, c'est la reconnaissance, c'est un petit peu de courage peut-être. Enfin, on n'est pas des héros, mais je veux dire, voilà, je crois que c'est important, créer du lien humain. Je dis quelquefois qu'il y a... Dans la souffrance au travail, ça vient de quoi? Bien sûr, si vous apprenez que votre usine va fermer, si vous apprenez que dans votre service, il y aura des licenciements, vous ne rentrez pas chez vous le soir, heureux et décontracté. Mais je pense qu'une grande partie de la souffrance au travail,
Elle vient de petits chefs qui disent jamais bonjour, qui disent jamais bonsoir et qui savent jamais dire merci entre les deux. Je crois que justement, ça va être l'heure de dire bonsoir. Vous m'offrez une... Enfin, à moins qu'il y ait vraiment des questions, mais on me fait signe. On a dépassé de 5 minutes l'heure promise de fin. Donc, il y a Si je pouvais ajouter juste encore un mot. Il me semble... Voilà, on a essayé d'échanger, de partager. C'est toujours approximatif, bien évidemment, tout ce qu'on essaie de dire. Mais il me semble quand même que si, je ne me souviens plus de votre prénom, Pauline, nous reposait la question de ce qu'est la performance, on aurait envie de dire de laquelle parlez-vous. Effectivement, si c'est la réussite, si c'est le succès, mais la performance la plus profonde, c'est sans doute quand chacun d'entre nous, je vais revenir à la petite Thérèse qui en fait était très grande, c'est quelle que soit la taille de notre verre, quelles que soient nos compétences, quelles que soient, et là j'en parle, les miennes sont tout à fait limitées, l'essentiel c'est d'essayer de remplir notre verre au maximum, voilà, je crois, et de le mettre un petit peu au service des autres. Moi, ma plus grande joie professionnelle, ça a été ces milliers de rencontres, cette confiance de tant de gens, parce qu'il y a quand même maintenant un certain nombre d'années que j'ai pris ma retraite et ça continue, ça continue, ça continue. On a tous besoin des autres, on a tous besoin du regard des autres. Voilà, et en tout cas, je sais que dans la vie professionnelle, il y a réellement des gens qui sont en souffrance. Voilà. Et que, me semble-t-il, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que le DRH continue d'être plutôt des hommes d'écoute, d'attention à l'autre, et pas exclusivement des hommes de process, d'administration, d'informatique, Merci beaucoup. Oui, allez-y. Juste un tout petit mot, je vous partage juste ce que mon papa adoptif dit toujours. Il dit toujours, il y a un seul handicap, c'est le handicap du cœur. Point. Voilà, et là on a les titres de 3 de vos livres. Frédéric, je crois que c'est un livre autobiographique, La petite fille à la balançoire. Et Xavier Grenet et Patrick Boult, les 2 livres que j'ai évoqués au début en vous présentant. Je crois qu'il y a d'autres petites choses à dire. D'autres slides qui vont arriver. Voilà. L'annonce de la prochaine conférence, c'est ça qui était important. Le citoyen peut-il reprendre le contrôle de la finance? Donc, rendez-vous mardi 28 janvier, vaste programme. Ah oui, alors voilà. L'équipe donc de Repères et Perspectives qui recherche une passionnée d'actualité, de médias, un ou une passionnée bien sûr d'actualité, de médias, de réseaux sociaux pour faire rayonner ces conférences auprès du plus grand nombre. Je vous laisse lire la suite, mais comme ça vous avez le message. Et je suppose que les candidatures sont envoyées à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais plus s'il y a une dernière slide. Voilà. Ah, voilà, je vous laisse lire. Vous devriez reconnaître la petite corbeille. Merci beaucoup à vous tous. Et surtout à nos 3 intervenants, bien sûr.